Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à l'épargne salariale et à la manière dont cette épargne peut être un levier pour la retraite. Alors, comme son nom l'indique, l'épargne salariale est réservée aux salariés. C'est un moyen pour l'entreprise de faire bénéficier ses collaborateurs des profits qu'elle réalise. Le dispositif a été mis en place il y a déjà plusieurs décennies par le général de Gaulle et depuis il n'a cessé de se développer. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux spécialistes. Donc, mon voisin Pierre Barral, qui est responsable de l'allocation d'actifs chez Natixis IM Solutions, et à côté de lui, Karen Charbonnel, directrice commerciale chez Natixis Interépargne. Alors Karen, je voulais commencer avec vous par une question assez simple. En fait, pourquoi faut-il chercher à compléter sa retraite? Alors, bonjour tout d'abord. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment intérêt à compléter notre retraite. Pourquoi? Tout simplement parce que les taux de remplacement, aujourd'hui, ont plutôt tendance à diminuer. Et en plus, deuxième facteur qui ne va pas dans le bon sens, c'est le fait que nous sommes, c'est une bonne chose, une population vieillissante, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de cotisants et de plus en plus de bénéficiaires. Donc oui, évidemment, tous, si nous le pouvons, nous avons intérêt à constituer une épargne pour obtenir pour la retraite le montant de pension, entre guillemets, que nous souhaitons avoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de bonnes solutions finalement pour épargner. L'épargne salariale est une très bonne solution pour épargner parce qu'en fait c'est une épargne individuelle. Donc chaque individu, chaque salarié décide d'aller épargner ou pas dans son plan d'épargne. Mais c'est justement au niveau de son plan d'épargne qu'il décide d'épargner, puisqu'en fait l'épargne salariale est une épargne qui est mise en place au niveau d'une entreprise et chaque salarié décide d'y adhérer. Et le fait que l'épargne salariale soit un dispositif collectif, en fait, améliore beaucoup la constitution de l'épargne de l'épargnant, ce qu'on va voir juste après. Il y a différents dispositifs, je crois. Alors c'est tout à fait ça, vous avez entièrement raison, Anne, il y a différents dispositifs. Il y a en fait deux grands dispositifs, c'est je dirais ce qu'il faut retenir prioritairement. Donc un premier dispositif qui s'appelle le plan d'épargne entreprise, dans lequel l'épargne que le salarié va constituer va être bloquée pendant une durée de 5 ans a priori. Il y a un deuxième dispositif qui s'appelle le plan d'épargne retraite, les PER, qui ont été créés par la loi Pacte, dont un des buts était justement, face à la diminution des taux de remplacement, de favoriser, de développer l'épargne retraite en créant un produit simplifié sur l'épargne retraite. D'accord. Et quels sont les versements de l'entreprise, Karen ? Alors, une des particularités, effectivement, comme je le disais, et merci, c'est qu'en fait, l'épargne salariale, c'est une épargne qui est mise en place au sein de l'entreprise. On peut parler d'épargne collective. L'intérêt de ceci, c'est qu'en fait, vous mettez en place, l'entreprise met en place des plans d'épargne et ensuite, à l'intérieur, chaque salarié va pouvoir verser soit de manière individuelle, donc il réalise des versements volontaires, tout simplement en prenant de l'argent sur son compte bancaire. Voilà. Et le deuxième point, qui est celui qui est le plus important, c'est que les plans d'épargne peuvent être alimentés aussi par de la participation et de l'intéressement notamment. Et en fait, ces sources d'alimentation proviennent de l'entreprise elle-même. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a différents versements possibles. Il y a différents versements possibles, tout à fait. Et la difficulté de la constitution d'une épargne, très clairement, c'est le fait de pouvoir réussir à se constituer une épargne. C'est l'effort d'épargne. Oui. Alors qu'avec la participation et l'intéressement, quand les entreprises en mettent en place, l'épargnant va pouvoir utiliser une somme que l'entreprise lui donne pour la verser sur son plan d'épargne. Donc du coup, il se retrouve avec une source d'épargne qui est complètement indolore. Oui, sachant que de plus en plus d'entreprises mettent en place justement intéressement et participation. D'ailleurs, c'était dans la loi Pacte, je crois. Donc Pierre, Karen nous a bien dressé le paysage de l'épargne salariale. Mais concrètement, pour vous, quels en sont les grands avantages, au-delà de ce que nous a dit Karen? Alors, les grands avantages, ils sont nombreux. D'abord, le premier, c'est qu'une fois que cette épargne existe et distribuée aux salariés, cette épargne, il faut la faire fructifier. Donc, pour la faire fructifier, on va, dans le cadre du dispositif d'épargne salariale qui est proposé aux salariés, lui proposer un accès direct à des experts en gestion d'allocation d'actifs, en gestion de fonds, en fait, dans lesquels seront investis toute cette épargne. Donc, c'est une manière très simple d'avoir accès, en fait, à ces experts qui ne sont pas non plus si accessibles. Exactement. En temps normal. On peut parler d'accès assez privilégié, en effet, à des équipes qui vont s'occuper de faire fructifier, sous différentes manières d'ailleurs, l'ensemble de cette épargne, avec des niveaux de risque qui seront différents. Nous pouvons gérer des fonds du simple monétaire jusqu'au fonds 100% action. Donc le salarié pourra choisir lui-même le niveau de risque qu'il souhaite mettre en fait dans sa gestion et qui soit adapté à son projet de vie, tout simplement. D'accord. Et cette épargne, est-ce le salarié peut aussi
choisir qu'elle soit davantage orientée en fonction de ses intérêts, du sens qu'il souhaite y mettre? Oui, c'est ça. Alors, en effet, l'idée ici, c'est de donner du sens en fait à cette épargne-là. Et de plus en plus, on s'aperçoit que... On parle beaucoup d'ESG. Voilà, exactement, j'allais y venir. Les salariés sont de plus en plus demandeurs de donner un vrai sens ESG à leur épargne. C'est-à-dire flécher cette épargne vers des projets qui sont des projets d'investissement dits durables. Donc ça, c'est une très grande tendance qui existe depuis 2-3 ans, qui est en train de se développer très fortement. Et ça donne vraiment une vraie opportunité de... non seulement faire profiter cet argent, donc le faire fructifier dans le temps, mais également le faire fructifier de la meilleure manière qui soit. Aujourd'hui, vous diriez que la majorité de l'épargne salariale est orientée vers l'ESG ou on n'en est pas encore là? Je dirais aujourd'hui que la grande majorité maintenant est orientée vers l'ESG, absolument. C'est une tendance très forte. Et Karen, je crois que l'épargne salariale apporte aussi beaucoup de souplesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est tout à fait vrai. Donc en fait, l'épargne salariale a beaucoup de vertus et la souplesse pour moi est vraiment importante puisque pour se constituer une épargne, ce qu'on disait déjà, il faut avoir les moyens de le faire et ensuite, du coup, il faut pouvoir le faire à son rythme. Déjà, le premier avantage de l'épargne salariale, c'est que vous pouvez verser vos versements à n'importe quel moment. Il n'y a pas de fréquence imposée de versement. Donc vous avez vos versements volontaires et puis comme on le disait tout à l'heure, il est possible que l'entreprise contribue aussi à ces versements. Le deuxième point qui est tout à fait clé et qui fait partie des raisons pour lesquelles l'épargne salariale connaît un grand succès puisqu'aujourd'hui on est sur un encours de 188 milliards d'euros et donc encours qui ne fait que monter, ce qui montre bien, je dirais, l'attrait de cette forme d'épargne pour les épargnants. Et depuis la loi Pacte, ça a particulièrement progressé? Alors depuis la loi Pacte, ça a bien progressé aussi. En fait, l'épargne salariale a continué sur sa trajectoire. Depuis 6 ans, ça fait à peu près que les montants d'épargne augmentent d'à peu près 6% par an. 6 ans, énorme, 6%. Voilà, c'est facile à se rappeler, donc c'est un bon moyen mémotechnique. En revanche, ce qu'on voit depuis la loi Pacte, donc je le rappelle, un des buts était de favoriser l'épargne retraite, c'est que l'épargne retraite croisse plus vite, augmente plus vite que l'épargne à 5 ans. Vous savez, je vous ai dit, il y a 2 types d'épargne, les plans d'épargne à 5 ans et les plans d'épargne retraite. Et en fait, les plans d'épargne retraite, effectivement, depuis la loi Pacte, pour différentes raisons, ont un encours qui augmente un petit peu plus vite. Donc il y a eu un vrai impact du texte. Il y a eu un vrai impact, effectivement, du texte. Donc en tout cas, souplesse, oui, on l'a vu sur la partie versement. Donc les durées d'épargne, alors très important, donc normalement les épargnants ont une épargne bloquée pendant 5 ans ou jusqu'à la retraite. Et en fait, il existe de nombreux cas de déblocage anticipé qui, en gros, vous correspondent à des grands événements de la vie et qui vont permettre aux épargnants de récupérer leur épargne. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'ils vont récupérer leur épargne sans être pénalisés fiscalement. Pour un projet immobilier, par exemple? Alors, par exemple, pour un projet immobilier, ils peuvent effectivement récupérer leur épargne pour l'acquisition de la résidence principale. Et l'acquisition de la résidence principale est un cas de déblocage commun au plan d'épargne entreprise et au plan d'épargne retraite, parce qu'en fait, acquérir sa résidence principale, c'est bien épargner pour sa retraite. Vous commencez à parler fiscalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, si vous souhaitez que nous allions sur le terrain de la fiscalité, Anne, allons-y. La fiscalité fait partie des moteurs importants du bon fonctionnement de l'épargne salariale. En gros, quand on constitue une épargne sur le plan d'épargne, alors pour simplifier et pas pour aller trop loin non plus dans les explications sur la fiscalité, mais c'est important parce que c'est un vrai attrait, quand on verse des sommes sur son plan d'épargne, admettons qu'on ait versé un capital de 10 000, l'épargnant réalise, dans mon hypothèse positive, une plus-value de 1 000 €. Dans ce cas-là, l'épargnant sera exonéré d'impôts sur son capital et ne paiera des plus-values que sur 17,2% du montant de sa plus-value. Donc dans mon exemple, un capital de 10 000, une plus-value de 1 000, l'épargnant ne paiera des prélèvements sociaux que de 172 €, les 17,2% des 1 000 €. C'est beaucoup plus faible que la norme. Donc c'est effectivement un taux très faible, c'est vraiment ces taux de prélèvements sociaux qu'on retrouve sur toutes les constitutions d'épargne, mais on a sur le PE effectivement que ce taux de 17,2. Ensuite, vous avez les plans d'épargne retraite. Alors sur le plan d'épargne retraite, c'est un peu plus compliqué. Le plan d'épargne retraite est vraiment devenu un produit universel, je dirais, puisqu'on a des produits d'entreprise, mais on a aussi des produits individuels. Mais du coup, du fait de cette universalité, parfois certaines choses se sont un petit peu complexifiées. Ce qu'il faut en retenir, c'est que sur le plan d'épargne retraite, tous les versements d'épargne salariale, donc la participation, l'intéressement, l'abondement dont on parlera très certainement après, auront la même fiscalité que sur le plan d'épargne. Capital exonéré d'impôts et plus-value uniquement taxée à 17,2%. Si dans le plan d'épargne retraite, vous faites des versements volontaires, dans ces cas-là, les versements volontaires ne sont pas imposés
ensuite à 17,2%, mais les plus-values vont être imposées à 30%, pour différentes raisons dont je vous passerai les détails. Et le dernier sujet qui est important, c'est que contrairement au plan d'épargne entreprise ou en complément du plan d'épargne entreprise, dans le PER, les épargnants, s'ils le souhaitent, peuvent faire des versements volontaires déductibles de leur impôt sur le revenu, ce que vous ne pouvez pas faire dans le plan d'épargne entreprise. Et donc, si vous faites un versement volontaire déductible sur votre plan d'épargne retraite, eh bien, dans ces cas-là, quand vous récupérerez les sommes qui ont été versées en déductibilité d'impôt, vraiment le versement volontaire de l'épargnant va être soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà. Merci Karen, on voit que c'est une grande spécialiste. C'est complexe, mais vous nous avez donné une belle vision. Pierre, du coup, est-ce que c'est vraiment approprié pour tous les profils, l'épargne salariale? La Karen nous donne ce sentiment, mais selon vous, est-ce que tout salarié a intérêt à aller dans ce sens? Ah ben oui, complètement, parce que Karen l'a très bien expliqué. Donc vous avez le plan d'épargne entreprise qui est bloqué 5 ans, vous avez le plan d'épargne retraite qui est bloqué par nature, beaucoup plus longtemps. Je prendrai juste l'exemple du plan d'épargne retraite. On propose également aux salariés, dans le cadre de ces plans d'épargne retraite, ce qu'on appelle une gestion pilotée, qui est une gestion assez particulière qui va prendre en considération l'âge de départ à la retraite du salarié. Plus vous êtes jeune, plus vous allez mettre de risques dans votre épargne, en fait, c'est-à-dire plus vous aurez d'actions, pour faire court, dans votre épargne. Et c'est la société de gestion, donc nous, qui nous chargeons, au fur et à mesure de l'approche de la date de la retraite, de réduire ce risque progressivement chaque année. Donc on a intérêt à commencer jeune, plutôt. Donc on a tout à fait intérêt à commencer jeune parce qu'on va pouvoir profiter de la tendance naturelle haussière du marché des actions. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de la retraite, eh bien, on réduit son risque puisqu'évidemment, on veut éviter les accidents qui pourraient faire perdre de la valeur au portefeuille. Donc, mais on peut par contre, mettons à 55 ans, si on change d'entreprise et qu'on commence à recevoir de l'épargne salariale, ça reste intéressant de se lancer dans ces dispositifs. Ah bah complètement, il n'y a pas vraiment d'âge, il n'y a pas de limite. Tout est question en effet de distance par rapport au départ à la retraite et ensuite de choisir les bons supports. Mais ça, c'est la société de gestion qui s'en occupe. Donc tout ça, c'est délégué en fait. Et donc ça, c'est encore un des services dont dispose le salarié dans le cadre de ce dispositif d'épargne salariale. Et concrètement, comment un épargnant s'y prend ? Voilà, vous nous avez bien illustré tous les dispositifs, toutes les options possibles, mais ça reste quand même assez complexe pour l'épargnant lambda. Donc comment s'y prendre ? Alors comment s'y prendre? Alors c'est vrai qu'il y a une affaire également importante de culture financière, et on s'aperçoit très souvent que les salariés n'ont pas toujours suffisamment de culture, en tout cas pour faire les bons choix. Donc la société de gestion et Natixis Interépargne est ici pour aider justement à la communication vis-à-vis des salariés. Donc vous avez un dialogue entre Et nous avons un dialogue en effet qui est permanent. D'abord nous avons un dialogue régulier pour rendre compte de notre gestion à l'entreprise qui nous l'a confiée. Et au travers de ce dialogue, eh bien, on apporte les informations nécessaires qui peuvent être ensuite retranscrites et données aux salariés. Donc en fait, l'entreprise intervient comme l'intermédiaire en fait, entre le salarié, celui qui nous confie son épargne, et nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a également beaucoup de dispositifs qui sont présentés, qui sont préparés et prévus pour aider l'épargnant à s'y retrouver en fait, dans la multiplicité et les très nombreux produits qui sont donnés à sa disposition et pour l'aider à faire son choix correctement. Et aujourd'hui, donc vous avez quand même plusieurs années d'expérience, vous arrivez à voir des grandes tendances qui se dégagent dans l'attitude des épargnants. Est-ce qu'ils ont bien, est-ce que les enjeux sont bien compris? Est-ce que les gens commencent vraiment tôt à épargner? Qu'est-ce que vous voyez, Pierre? Malheureusement, j'ai envie de dire ce qu'on constate depuis très nombreuses années, les épargnants et les salariés des entreprises vont assez majoritairement et très vite en fait dès le départ vers les produits les moins risqués. Oui, ça c'est les produits monétaires. Spécificité française. Voilà, une spécificité un peu française, parce qu'on a peut-être un peu plus peur du risque, ou parce qu'on ne prend pas le temps de faire le choix correctement, de s'informer, de se former. Ce qui limite du coup les performances. Voilà, du coup, ce qui peut limiter les performances, puisque évidemment avec un rendement monétaire, et ça a été le cas dans les années passées, lorsque les rendements monétaires, aujourd'hui ça a changé heureusement, mais les rendements monétaires ont été à zéro, voire négatifs pendant longtemps. Et même pendant ces années-là, les Français restaient continuaient à se porter en grande majorité vers le monétaire. Même exactement. Dans ces années. Donc c'est une tendance qui existe toujours,
qui se réduit un petit peu. On arrive à flécher en fait cette épargne de plus en plus vers plus de risques, mais en effet c'est un phénomène qu'on constate beaucoup en France. Et peut-être pour compléter ce que dit Pierre, donc on sait qu'il y a normalement une règle à respecter, c'est qu'effectivement en fonction de son horizon d'épargne, l'épargnant doit aller vers un placement qui correspond à cet horizon d'épargne. En gros, comme vous le disiez, si on épargne pour la retraite, si on verse sur du monétaire, le risque, c'est qu'avec l'inflation, finalement, notre épargne va aller moins vite que l'inflation. Donc, le but n'est pas du tout atteint. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le législateur a mis un certain nombre de garde-fous. Et en tout cas, en ce qui concerne les produits d'épargne retraite, a indiqué maintenant que si le salarié versait dans son plan d'épargne, mais qu'il n'indique pas vers quel support il souhaite verser, par défaut, il sera investi en gestion pilotée. La fameuse gestion pilotée. Dont Pierre nous parlait. Ouais. Voilà, dont Pierre a brillamment parlé tout à l'heure. Et en fait, donc l'avantage de la gestion pilotée, c'est qu'elle répartit effectivement l'épargne de l'épargnant là où elle doit être finalement par grande classe d'actifs. Et aujourd'hui, par rapport au mouvement qu'on peut constater, la gestion pilotée, vous avez 66% des épargnants qui sont dans des paires qui sont en gestion pilotée. Et ça, c'est pareil, c'est un chiffre qui a bien augmenté. Pendant longtemps, on a été à peu près à 50%, et donc maintenant, on est passé à 66% avec le développement des paires. Et donc là, très concrètement, on voit qu'on va dans le bon sens pour les épargnants. Pour les épargnants, il y a aussi une question, c'est le fameux dilemme entre la sortie par rente ou par capital. Je ne sais pas, Karen, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, déjà nous expliquer les deux options, et puis qu'est-ce que choisissent les Français plutôt? Ok, alors, donc sur le plan d'épargne, on peut sortir qu'en capital. Ouais. On est sur un épargne à 5 ans, on sort en capital ou en capital fractionné. Capital fractionné, c'est-à-dire que je vais choisir en combien de fois je souhaite sortir. Sur la partie plan d'épargne retraite, donc là c'est aussi, on reboucle aussi sur le sujet de la souplesse de l'épargne salariale. En fait, l'épargnant va pouvoir choisir, et il va pouvoir choisir au moment de sa retraite, donc il n'est pas obligé de dire avant ce qu'il souhaite faire. S'il souhaite sortir en capital, tout d'un coup, en capital fractionné, je sors en plusieurs fois, ou alors s'il souhaite sortir en rente viagère. J'imagine que les conditions sont différentes. Alors, les conditions sont différentes. L'avantage de la rente viagère, évidemment, c'est que du coup, l'épargnant va recevoir un certain montant d'épargne, je dirais, voilà, tous les mois. Le sujet, c'est que pour avoir une rente viagère dans le temps, il faut constituer un gros capital, puisque finalement, on restitue l'épargne qu'on a perçue. Et le deuxième sujet sur la rente viagère, c'est que vous allez avoir une fiscalité. Je suis désolée, je reparle encore de fiscalité. Non, mais c'est important. Mais c'est important. Vous allez avoir une fiscalité qui, en gros, il y a différents cas, mais qui, en gros, va être de l'impôt sur le revenu, puisqu'en fait, vous êtes sur du revenu. La pension, c'est bien du revenu. Donc, vous allez avoir un impôt sur le revenu après un abattement. Si vous sortez en capital, finalement, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, dans la grosse majorité des cas, vous allez sortir sur une épargne avec un taux de 17,2% sur les prélèvements sociaux. Et il y a un cas spécifique où vous êtes obligé de sortir en rente viagère, dont on n'a pas encore parlé, c'est si finalement vous avez alimenté votre plan d'épargne retraite avec des versements obligatoire. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de sortir en rente viagère. Mais du coup, concrètement, aujourd'hui, dans ce qu'on constate encore en termes de sortie, très clairement, c'est le capital qui est privilégié par les épargnants. D'accord. Parce que voilà, symboliquement, vous avez une somme beaucoup plus importante que la rente. Ça peut être des sommes très faibles, mais à contrario, qui vous accompagnent jusqu'à la fin de votre vie. Donc voilà, on voit bien le dilemme entre les deux options. Merci beaucoup, Karen. Nous avons reçu quelques questions en amont du webinaire. Ah bah Karen, comme vous avez beaucoup parlé d'impôts, on va rester. Je ne dis pas que Pierre ne pourrait pas répondre, mais voilà, je pense qu'on a notre spécialiste. On va rester avec vous. Qu'en est-il de la déclaration aux impôts? On nous demande. Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, globalement, j'espère que j'ai été relativement claire dans mon discours. Vous avez été très clair, mais voilà, je pense que la question c'était concrètement, est-ce qu'il y a une déclaration particulière? Alors, il y a une déclaration effectivement à compléter, c'est la déclaration de l'impôt sur le revenu. Et en fait, pour les sommes qui doivent être déclarées à l'impôt sur le revenu, en fait, annuellement, nous allons vous adresser pour les salariés concernés un document qui vous indique quelles sont les sommes à déclarer et dans quelle case la déclarer. Donc, en fait, le salarié est guidé. Le salarié est complètement guidé. D'accord. La deuxième question, c'est sous quelles conditions puis-je débloquer mon épargne?
Je vais rester avec vous, Karen. Vous avez évoqué le thème tout à l'heure. Tout à fait. Et on avait parlé uniquement de l'accession à sa résidence principale. J'imagine qu'il y a d'autres conditions. C'est le sens de la question. Donc, quelles sont les grandes conditions? Donc tout à fait. Donc sur le plan d'épargne, vous avez à peu près, enfin c'est pas à peu près, vous avez une dizaine de cas de déblocage anticipés, donc une dizaine. Et donc c'est vraiment les grands événements de la vie. Donc on a vu l'acquisition, mais vous avez le mariage, le Pacs, le troisième enfant, la création d'entreprise. Finalement, tout grand événement de la vie pour lequel vous avez besoin effectivement d'un capital. Sur le plan d'épargne retraite, les cas de déblocage sont plus restreints. Il n'y en a que 5. C'est logique, puisque comme on épargne pour la retraite, nous n'allions pas prévoir autant de cas de déblocage anticipés. Sinon, finalement, à la retraite, vous n'avez plus l'épargne constituée, puisque vous l'avez déjà récupérée au fur et à mesure. Donc, 10 cas sur le plan d'épargne, 5 cas sur le plan d'épargne retraite. Et en fait, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour récupérer son épargne? C'est tout simple. En fait, nous avons un site internet et une application mobile à disposition. Et donc, sur ce site sont indiqués les justificatifs pour débloquer son épargne. Et donc, quand le salarié a un cas de déblocage anticipé, il nous envoie ses pièces justificatives ou sur le site, ou par le biais de l'appli mobile. Et par l'appli mobile, c'est vraiment très simple, puisqu'il peut même prendre ses justificatifs en photo. Et il n'y a pas de souplesse. Si vous avez un projet un peu personnel qui n'est pas listé, vous ne pouvez pas venir plaider votre cause ou c'est possible? Alors non, ça en revanche, je ne pourrais pas venir plaider votre cause. Pourquoi? Parce que, décidément, le thème sera fiscalité. Il y a en fait beaucoup... Non, mais en France, la fiscalité régit beaucoup de choses. Exactement. Et en fait, il y a beaucoup d'exonérations fiscales et sociales et on n'a pas parlé de tout. Et du coup, vous avez déjà beaucoup de souplesse. Et donc, quand on sort, on l'a vu avec ce cas de déblocage, on conserve nos avantages fiscaux et sociaux. Donc non, il n'est pas possible de créer un cas de déblocage supplémentaire. Ça pourrait être vu comme de la fraude fiscale, quasiment. Ça n'est pas possible. On ne pourrait même pas aller jusque-là, puisqu'en fait, on ne pourra pas débloquer. Ça, c'est absolument impossible. Et bien, la troisième question, Pierre, elle va être pour vous. Oui. Est-ce que je peux avoir une gestion responsable? Vous nous avez parlé de cette tendance de l'ESG, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, du coup? Oui, alors, de plus en plus, donc je le disais tout à l'heure, les dispositifs qui sont proposés aux salariés en France sont orientés, fléchés vers la gestion dite durable. Donc, en quoi ça consiste, en fait? C'est-à-dire que chaque entreprise décidera du degré de durabilité qu'il souhaite avoir dans la gestion qu'il veut lui-même proposer à ses salariés. Et nous, évidemment, on s'adapte à ce besoin. Donc le choix, c'est au niveau de l'entreprise. Mais c'est l'entreprise, voilà, qui peut nous, enfin, qui même très souvent nous indique sa volonté, son choix et ce qu'il veut faire en matière de durabilité. Donc on peut avoir divers degrés de plus ou moins verts dans cette gestion-là, mais la plupart du temps, et c'est encore une tendance que je souligne à cette occasion, c'est que la tendance, elle est à beaucoup plus de durabilité, de plus en plus de durabilité dans les fonds. Alors, comment ça se... concrètement, comment ça se fait dans les dispositifs? Eh bien, l'ensemble des fonds qu'on va proposer aux salariés sont des fonds qui eux-mêmes répondront à des critères rigoureux d'investissement des fonds qu'on leur confie sur la durabilité de ces investissements. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout ça est bien normé. Et on sent bien que c'est très normé, c'est extrêmement surveillé, en effet, par le régulateur également. C'est-à-dire que quand on s'engage à le faire, eh bien, on est obligé, on doit dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est la règle de base. Et donc, ça, c'est surveillé de très près. Et donc, il n'y a pas de doute, en fait, aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait que ces investissements sont bien fléchés vers des projets durables pour l'investisseur. Merci beaucoup, Pierre. Nous avons éclusé nos questions. Merci à tous les deux, Pierre Barral, Karen Charbonnel. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à une prochaine fois pour un prochain rendez-vous.